Merci pour cette invitation. Donc ça, c'est l'objet du délit. Des robots et des hommes, mythes, fantasmes et réalité, qui est paru chez Plomb en 2017. J'avais jamais écrit de livre avant, grand public. J'écrivais des articles dans des conférences ou dans des journaux spécialisés. Et puis, finalement, ce que j'ai pu constater en faisant des expériences avec des agents conversationnels et des robots sociaux avec des personnes âgées, qui m'ont fait sortir de mon expérience de communication uniquement dans le milieu de la recherche, pour me dire qu'on avait aussi à communiquer sur ces sujets-là au niveau de la société, de façon plus large, parce que il fallait éviter des dérives, il fallait éviter aussi que des gens qui connaissent pas la techno en parlent dans les médias, pour faire finalement un travail sur la peur, qui est une des façons de faire réagir, je l'avoue, mais qui n'est pas une peur ferme les esprits aussi et permet pas forcément d'aller chercher des informations, d'essayer de comprendre. On peut rejeter un bloc et ça serait pas très bien que ce soit ce que l'on cherche à faire sur les robots, l'intelligence artificielle. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire et sur le frigo, j'ai une petite histoire avant de commencer. Donc j'ai écrit une science-fiction aussi dans Oui demain sur l'idée que j'étais dans ma voiture, puisque vous parlez de mobilité. Ma voiture en 2025 est autonome, alors je peux décider de l'utiliser en autonomie ou pas. Et je suis, moi, conducteur, j'aime bien conduire ma voiture. Dans mon histoire, je suis un homme et je conduis ma voiture. Et il se trouve que c'est la nuit, il y a de la neige, etc. Ma voiture est un objet communicant, communique avec la maison et décide de monter le chauffage de la maison puisque je vais arriver. Et la maison se préoccupe de savoir si j'ai mangé. Donc elle va voir mon frigo, donc ça revient sur le frigo, et qui regarde à l'intérieur du frigo qu'est-ce qu'il y a. Il y a une bouteille de champagne, c'est tout. Donc tout ça revient à la voiture et on m'informe qu'il n'y a rien à manger. Donc je dis appelez ma femme. Alors ma femme est pas là, mais son téléphone répond et dit elle aime bien les sushis, elle n'a pas mangé de sushi depuis tant de temps, c'est une machine, donc c'est assez quantifié. Et donc tout ce monde-là, électronique, commande des sushis chez moi. Et d'un seul coup, dans ma voiture que je conduis, mais qui est quand même avec des capacités autonomes, je freine brutalement parce que la voiture réagit. Il y a un chat qui vient de passer devant. La voiture l'a vu, mais pas moi. Un chat noir sur fond noir. Et donc, du coup, je suis un peu stressée. J'arrive chez moi, je planque ma voiture devant chez moi, je rentre chez moi, je vais au frigo, j'ouvre le frigo, je prends un verre de champagne. Et à ce moment-là, c'est l'horreur. Ma puce sous-cutanée repère que j'ai plus de sucre parce que je suis diabétique et que je surveille. Alors à ce moment-là, elle téléphone à mon frère. Mon frère m'appelle pour me dire attention, faut pas boire, c'est pas bien pour ta santé. Téléphone à mon assurance. Après, d'un seul coup, le robot majordome qui est là va à l'entrée, récupère les sushis, revient et dit voilà, il faut manger quand on a bu. Ok. Alors là, je me dis bon, c'est la cata, je vais ranger ma voiture, mais je ne peux plus démarrer la voiture puisque évidemment, je suis maintenant dans l'impossibilité de conduire. Et donc je reviens chez moi, ma femme rentre, elle a l'air triste aussi, je me dis ça y est, elle est au courant. Et le robot revient vers moi et dit ça fait 2 fois dans cette semaine que vous buvez tout seul, j'ai pris rendez-vous pour vous demain chez le médecin à 9h30. Voilà, c'est peut-être ça demain si tout est interconnecté, donc juste il faut mieux en rire, mais c'est quand même important de prendre conscience de tout ça. À part ça, je fais des agents conversationnels en recherche au LIMSI CNRS, j'essaie de travailler sur l'affectif, je vais vous présenter tout ça. Je travaille aussi avec des robots sociaux. Et puis ces agents, par exemple, j'essaie de les mettre aussi dans des voitures, avec des projets qui sont très très intéressants sur cette connectivité. Alors, juste pour repréciser, alors je ne sais plus si on peut faire marche arrière, oui. Donc mon équipe de recherche, c'est sur les dimensions sociales et affectives dans les interactions parlées. Je suis aussi professeur à la Sorbonne et je suis impliquée en fait dans plusieurs instituts de réflexion autour de l'éthique. Vous avez compris que c'est un peu la ligne rouge en fait de cette présentation. Donc dans la CERNA fait partie d'Alisten. Alisten, c'est l'alliance de tous les académiques, CNRS, INRIA, CEA, grandes écoles, universités, blablabla. Au sein de cet hémicycle, il y a une vingtaine de personnes qui travaillent sur des rapports éthiques, des préconisations sur différents sujets autour du numérique. Donc c'est l'éthique de la recherche, mais on propage aussi des idées pour les gouvernements, pour tous les gens qui s'occupent de nous financer. Dataia, c'est un institut de convergence qui vient de démarrer sur Paris-Saclay, qui a pour but de faire de l'interdisciplinarité sur des sujets justement liés à la data science propre, où on veut expliquer, rendre transparent, pouvoir
rendre plus lisible, explicable tous ces systèmes qu'on va utiliser, que ce soit des algorithmes de deep learning ou que ce soit d'autres types d'algorithmes complexes. Enfin, je suis dans le hub Francia aussi, où j'essaie d'avoir une initiative auprès des groupes industriels, puisque c'est un écosystème privé-public, où on va essayer d'insuffler cette idée de réfléchir à des règles éthiques pour avoir un plus fort poids économique. Alors, donc mon expertise, c'est plutôt sur l'apprentissage machine, les réseaux de neurones. Je faisais ça dans ma thèse en 92, donc c'est pas très récent, la progression du gradient, si vous connaissez un peu. Traitement du signal, donc j'ai une expertise en langue et en informatique, linguistique informatique, et j'ai fait d'applications autour de la sécurité, de la santé, du bien-être, et sur des objets sur le téléphone. Bon exemple dans les fantasmes ou dans la science-fiction, c'est Her, le système qui vous parle et qui interagit avec vous. Donc, je travaillais aussi sur des systèmes d'interaction d'agents conversationnels au téléphone. Et puis, avec des agents conversationnels là incarnés. Donc, on parle d'ACA, d'agents conversationnels incarnés, qui sont soit une tête, soit un buste, soit un personnage en entier. Et puis ensuite, avec des robots qui sont dans notre quotidien, donc en 3D, avec toute la complexité de la perception dans un environnement où on ne voit pas tout. Parce que dans un environnement virtuel, les agents qui sont là, ils ont connaissance de tout, même s'ils ne le voient pas. Or, le robot, lui, il est situé réellement dans un environnement qu'il ne connaît pas, et du coup, il doit apprendre tout seul de l'interaction avec les objets autour de lui. Donc, qu'est-ce qu'un robot conversationnel empathique? Donc, l'IA nous permet, l'intelligence artificielle, donc c'est un grand domaine technique et de recherche qui inclut l'idée de simuler des capacités des humains, que ce soit les capacités cognitives, motrices. Et donc, c'est principalement savoir percevoir, raisonner et faire des actions qu'on va réussir à générer. Alors pourquoi le robot attise autant les fantasmes? Parce qu'on a ces trois éléments d'un coup, puisque la machine va essayer de percevoir de son environnement, va essayer à partir de ces informations de comprendre, prendre des décisions, et puis il va générer des actions. Alors, quand il est conversationnel, il est non seulement sur des actions physiques, ce qui n'est pas mon domaine, mais sur des actions langagières. Donc, il répond à la personne avec l'idée qu'il peut détecter les expressions émotionnelles, simuler de l'humour, machine, qui n'est pas très élevé, il fait des blagues, ou alors il travaille aussi sur un niveau d'humour que j'expliquerai après. Donc, ces agents conversationnels, on va les trouver dans plusieurs objets. Moi, j'ai Google Home chez moi, qui fait pas vraiment de la conversation, mais commence à avoir une petite mémoire de quelques tours de parole. Sinon, Jibo, qui est un petit robot, il a juste la tête qui tourne, mais il y a un visage qui s'anime, qui est assez intéressant aux États-Unis. Donc, il sera commercialisé maintenant. Et puis, Paro, qui est déjà assez connu dans les EHPAD et dans les hôpitaux, qui est un phoque, un bébé phoque en peluche qui réagit au toucher, à la voix, à la chaleur, et qui se tortille dans les bras de quelqu'un. Moi, je l'ai vu dans les bras de personnes âgées qui étaient très repliées sur elles-mêmes, en phase d'Alzheimer assez prononcée. C'est vrai que la sensation qui rejaillissait, c'était plutôt de voir que la personne éprouvait du plaisir, et en tout cas une certaine curiosité, alors qu'elle était tout à fait introvertie avant, et que les gens autour s'intéressaient à elle et à la machine qu'elle avait dans les bras. Donc c'est plutôt intéressant. Les recherches qui ont été menées par des médecins que je connais bien, qui sont gérontologues, Anne-Sophie Rigaud de l'hôpital Broca, montrent que l'utilisation de ce genre d'objet permet aussi aux gens d'être moins anxieux, et de prendre moins de médicaments pour calmer leur anxiété. Donc c'est un bienfait pas direct sur leur maladie, mais qui est un bienfait quand même. Les deux autres robots, donc Pepper, vous allez le voir un peu dans les transports ou chez Carrefour par exemple, parce que bon, il accueille les gens, il comprend rien, mais il restitue des choses, puis vous pouvez jouer un peu sur l'écran avec quelques applications. Nao est assez intéressant, il a été utilisé pour l'autisme, par exemple, alors non seulement dans l'idée d'interagir avec cet objet, mais aussi dans l'idée que cet objet puisse être un médium. Donc ça, c'est l'hôpital de Nantes, le CHU de Nantes, qui a fait des travaux extrêmement intéressants là-dessus, où des adolescents autistes utilisaient cet outil pour parler à d'autres personnes. Et effectivement, ils ont révélé que du coup, ils parlaient plus. Et c'est un peu le but aussi d'utiliser ces machines pour augmenter intelligemment ce qu'on sait faire et utiliser leur intelligence pour ça. Donc dialoguer,
c'est co-construire, détecter les émotions de l'autre, se mettre au diapason. On sait qu'on s'adapte à l'autre pour mieux communiquer, pour co-créer. Et puis, c'est comprendre ses états mentaux. Donc, c'est très fondé sur la théorie de l'esprit. On a aussi des problèmes de représentation en mémoire, de ce qu'on a compris, de l'environnement, du contexte, qui sont encore des champs de recherche pour pouvoir raisonner mieux. Avoir de l'empathie, c'est évidemment une simulation, faire qu'un robot dise je vous aime, vous êtes formidable, ça c'est de la simplicité totale. Certains en abusent aussi. On a vu Hanson Robotics, le robot Sophia, qui prétextait être un robot qui pouvait parler à l'ONU et qui racontait des choses intelligentes. Ce robot ne comprend rien. Il est scripté. Hein. C'est une marionnette à qui on fait jouer un rôle. Donc je trouve qu'il y a un abus là politique de nous faire croire que c'est symétrique. Parce qu'on a l'impression, effectivement, que cette machine est plus intelligente qu'elle n'y paraît. Donc cette machine simule grâce à des modèles d'intelligence artificielle. Donc l'affective computing, c'est né en 97, cette discipline de l'informatique émotionnelle, avec 3 grands thèmes: détecter les émotions dans les expressivités des gens, comprendre et raisonner en prenant en compte non pas seulement les mots, mais aussi la façon dont on parle. Si je dis je suis d'accord, voilà, je suis pas d'accord en fait. Le ton de ma voix est important pour comprendre ce que j'ai dit. Donc c'est un peu basé là-dessus mes recherches, c'est sur la paralinguistique dans l'audio, qui pourrait être aussi sur le visage multimodal. La génération des émotions, donc vous dire vous êtes formidable, voilà. Alors les émotions, on les détecte pas, on les comprend pas, surtout la machine ne comprend pas les émotions. Ça c'est un abus de langage aussi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de lire l'expressivité de la personne. Et comme on lui a donné des modèles qui sont soit du modèle de deep learning ou de reconnaissance des formes, qui sont liés à des corpus de données où on avait enregistré des signaux étiquetés de peur, de colère, de joie, elle essaie de retrouver, si vous voulez, des signaux similaires. Et donc elle peut prédire que vous êtes plutôt en colère, ou plutôt triste, ou plutôt joyeux. C'est encore assez simple, et pourtant, dans l'industrie, on s'empare de ce domaine en allant prétendre beaucoup de choses. Donc il est urgent, encore une fois, d'évaluer tous ces systèmes. Donc voilà, la représentation des émotions, c'est soit à travers des labels, des étiquettes verbales, comme colère, joie, peur, etc. Sachant que dans la vraie vie, de tous les jours, on est souvent avec plusieurs émotions en même temps. Si vous grondez votre enfant parce qu'il vient de dire une grosse bêtise, que en même temps ça vous fait rire, pour être une bonne mère et qui éduque, vous allez le gronder, et puis en même temps, dans votre fort intérieur, vous allez bien rigoler. Et en général, ça s'entend dans votre voix, et votre enfant n'est pas dupe du tout. Donc la vie est plutôt faite de choses un peu plus mélangées et pondérées que ce qu'on sait faire dans les machines, qui est d'une simplicité énorme. Par contre, on s'intéresse quand même beaucoup donc à l'audio, à la façon dont on parle, les gestes, la posture, les mimiques du visage, etc. Alors les robots, on les a utilisés nous au LIMSI pour interagir avec la personne. Là, on a un robot qui détecte le sourire. Et puis, c'était principalement pour aider des personnes âgées, non pas comme en prétextant qu'on crée une représentation humanoïde intelligente, mais pour dire, trouvons une utilité à ces systèmes, par exemple pour la stimulation. La stimulation de la mémoire, la stimulation émotionnelle, c'est vraiment dans ces objectifs-là qu'on travaille. Donc un système de dialogue, c'est plusieurs choses, de la perception, un système de dialogue et des moteurs gestuels. Derrière, on profile la personne. Donc vous voyez, des problèmes éthiques à tout niveau. Donc c'est quand même intéressant de continuer à travailler sur ces sujets pour mieux comprendre en fait ce qu'on met dans ces systèmes, pour prendre des décisions. Les robots ont-ils le sens de l'humour? On travaille sur l'humour. J'ai une thèse qui sera soutenue, enfin une étudiante qui va soutenir sa thèse le 23, là, très bientôt, sur l'humour. C'est un humour machine, donc la machine est capable de déclencher des blagues de temps en temps dans des situations particulières du dialogue. Et puis surtout, elle repère dans quel état vous êtes. Et l'idée étant de stimuler les gens, par exemple, pour interagir dans les interactions pour les personnes âgées, eh bien, si la personne ne répond pas ou si elle a l'air négative, le robot se met en deçà. C'est l'idée de travailler sur la face de quelqu'un, sa face sociale, comment il est représenté pour l'autre, et d'essayer d'équilibrer. Donc le robot, il va toujours faire de l'humour sur lui-même. C'est plutôt de la dérision qu'il fait qu'un humour cinglant et cynique. Il fait ça sur lui pour essayer de se mettre en situation de non-dominance pour que la personne se sente plus à l'aise et ait envie d'interagir. Alors, il est plus facile de temps en temps de parler à ces machines. On voit déjà utiliser des sortes d'agents conversationnels ou robots comme ça pour détecter chez les militaires, par exemple, des syndromes post-traumatiques ou la dépression, sur le viol aussi.
J'ai vu des applications comme ça aux États-Unis. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de juge en face et qu'on élabore en fait aussi son ressenti par rapport à la machine qui répond, un peu comme le faisait Elisa, qui est la première machine qui a été construite qui permettait de répondre à des questions dans les années 50, Weizenbaum, 60 je crois, Joseph Weizenbaum, et qui reprenait les termes de la question. Avec des modèles de Markov, on était capable de reprendre les termes de la question et donc on avait l'impression de parler à quelqu'un qui comprenait. Hein, c'était une méthode de thérapie dit rogérienne où on reprend les termes. Et quand la machine ne comprenait pas, elle disait « je vous comprends ». Avec ça, vous pouvez bluffer pas mal. Donc il faut comprendre que ces chatbots, ces agents conversationnels, soit ils sont faits pour des acteurs industriels très particulièrement dans un domaine auquel cas c'est assez scripté et c'est assez raisonnable, soit on prétend que la machine sait tout faire et là, soit ça fait du Wikipédia question-réponse, sinon c'est rarement très évolué et il y a beaucoup de niches, quoi. Bon. Après, il faut voir l'intérêt de ces systèmes pour assister des personnes qui auraient besoin d'un agenda, d'une mémoire. Dans la voiture, ça peut être pour surveiller aussi la conduite de la personne, pour éviter qu'il s'endorme. Bon, voilà, c'est des machines qui sont patientes, qui peuvent créer du lien social, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc les robots empathiques, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes des animaux empathiques naturellement, et on projette sur ces machines de l'anthropomorphisme. Enfin, on anthropomorphise ces machines, on projette des capacités humaines, donc on surcapacite la machine. Et du coup, pour avoir écrit ce livre grand public, il y a des gens qui viennent me demander, j'ai un robot aspirateur, il traverse mon salon, il s'arrête, que pense-t-il? Non, il ne pense rien. C'est pas parce qu'il sait aller se remettre sur sa plateforme que pour autant il a une quelconque intelligence. Il a une intelligence d'apprendre à naviguer dans votre environnement, qui reste assez limité. Et donc, les robots démineurs aussi dans l'armée, qui étaient des téléopérés par des militaires et qui sautaient sur des mines, ont révélé aussi un attachement fort qui pouvait être présent chez les militaires, qui leur donnait des funérailles, des médailles de guerre, qui voulaient les mêmes les réparer. Cette affection est liée au fait que l'objet a été utile. Donc il faut revenir sur la philosophie, lire du Simondon pour comprendre qu'enfin on s'attache à des objets. Certains c'est leur voiture, d'autres c'est un tableau, une montre, autre chose. Il n'y a pas besoin qu'ils soient affectifs pour déjà repérer ce genre de comportement. Alors après, ces transferts sont importants, il faut les comprendre. Et je pense qu'il y a aussi à rendre toute personne en capacité d'essayer de décrypter ces différents objets qui seront autour de nous et qui vont nous parler. Au Japon, il y a beaucoup d'expériences sur les géminoïdes, les jumeaux androïdes. Donc là, vous voyez le professeur Ishiguro avec son clone. Hanson Robotics, c'est aussi un clone normalement d'une actrice américaine. Enfin bon, bref, c'était l'idée de représenter un visage humain. En bas, c'est en Corée, donc un clone de Scarlett Johansson. Et puis ce brave Philippe Cadic qui savait peut-être pas qu'il allait se retrouver sous cet état-là. Bon, donc ces bluffs en fait entre une réalité et une fiction sont à mon avis un peu dérangeantes. Alors je vous parle de vallées dérangeantes après, c'est le schéma qui est à droite. Donc ça vient aussi du Japon. Dans les années 90, un chercheur japonais qui s'appelle Mori a montré en fait que, c'est un anthropologue, plus on va s'approcher d'une ressemblance de l'humain avec une figure comme ça visuelle ou même dans l'audio, juste avec la voix, plus la voix est proche d'une voix humaine, plus on va l'adopter, on va la trouver familière, on va être en confiance, jusqu'à un certain point où là, pouf, on tombe dans le cadavre exquis, le truc insupportable, etc. En neurosciences, ils ont montré ça aussi. Quand vous voyez un humain, vous voyez un robot métallique qui est un robot, il y a une vision d'une activité cérébrale qui est assez localisée. Et quand vous voyez quelque chose qui est ambigu, en gros, ben, ça a l'air de réfléchir beaucoup et d'activer plein de zones du cerveau. Alors, je ne vais pas rentrer plus dans ce genre de détails sans vous donner de liens sur des expériences. Il y a tout ça dans mon livre, je le vulgarise beaucoup, je sais. Alors voilà un exemple intéressant au Japon. C'est vendu 2200 €. J'appelle ça la fée clochette. Une présence artificielle, plus d'humains à la maison. Donc non seulement elle est à la maison, mais elle continue toute la journée à envoyer des textos. Ça va mon chéri, tout se passe bien au travail. Donc c'est une autre culture où il y a plus d'adoption de ces objets.
Et c'est intéressant de voir aussi que c'est un désir aussi d'aller plus loin. Donc ça, c'est une publicité, hein. Et vous pouvez demander à voir un personnage comme vous le souhaitez. Cet hologramme est assez intéressant, mais bon, c'est la dépendance en fait à cet objet qu'il faut éviter, la déshumanisation, l'isolement des humains. Donc l'image de la femme n'est pas non plus génialement portée par tous ces objets. Elle est souvent sous dominance forte de la jante masculine, enfermée dans des bocaux, en robots sexuels, et en nom de tous ces agents secrétaires là qui vont vous aider, les Alexa, les Amaya, les tout ça. Quand j'ai demandé à des industriels pourquoi vous ne prenez pas des Kirk, on m'a dit non, non, les gens réagissent agressivement quand c'est un homme. Bon, alors si c'est des stéréotypes dans la société, il faut bien comprendre que on va les amplifier avec des modélisations, avec de l'intelligence artificielle, donc il serait temps de réagir contre. C'est encore un problème aussi que je trouve éthique. Ces machines, elles vont chercher à s'adapter à nous, et nous allons nous adapter à elles. Si je reprends par exemple les constats sur la mémoire des chauffeurs de taxi, les chauffeurs de taxi qui n'avaient pas le GPS, ils avaient beaucoup plus développé des zones dans l'hippocampe. Maintenant, le GPS nous sert de mémoire. Donc si vous vous retrouvez en race campagne pour aller, je vais aller je sais pas trop où, vous suivez votre GPS, puis en fait tout ça tombe en panne, vous n'avez pas rechargé votre portable, et vous êtes en panne d'essence, ça fait beaucoup, hein, mais bon, imaginons, vous vous retrouvez dans une situation complètement perdue. Parce que vos numéros de téléphone, vous les connaissez plus. Combien en connaissent 10? Je ne sais pas. En général, on connaît un, on connaît le sien. Donc on voit qu'on a réduit quand même des informations qui seraient très utiles quand même dans la vie de tous les jours. Bon, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'adaptation de ces systèmes à nous. Vous avez entendu parler de TIE de Microsoft, qui était un système d'agents conversationnels qui était mis sur Twitter, qui au début de la journée disait l'humanité est formidable, et à la fin de la journée disait vive les nazis. Il avait appris d'internautes malveillants qui ont fait exprès de jouer avec lui comme ça, des propos qui n'étaient pas politiquement corrects. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le système qui était embarqué dans cet agent conversationnel, il apprenait à optimiser des mesures qu'on lui avait données, c'est des algorithmes particuliers de reinforcement learning, où la mesure était la mesure d'engagement. Et plus les gens parlaient de ces sujets-là, plus ils en parlaient beaucoup. Donc la machine a appris que ça marchait bien, ces sujets. Donc elle y va franco, elle continue à développer son truc. Donc c'est un effet de bord d'une programmation voilà, particulière. Et c'est tous ces sujets sur lesquels il faut aller aussi sur l'éthique. La robustesse au biais des données, au biais des algorithmes. Quand vous avez une reconnaissance visuelle de chat et de lion avec du deep learning, vous enlevez les pixels du lion, vous repérez bien que c'est un lion, mais le système n'y repère plus du tout ce que c'est. Donc il génère aussi des images avec un fort taux de performance qui ne sont pas du tout des images qu'un humain pourrait reconnaître comme les animaux prétendus. Donc il y a une faille, des biais, et il faut encadrer ces systèmes avec d'autres systèmes, avec des benchmarks pour comprendre les frontières de ces objectifs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser, il faut les utiliser en ayant conscience en fait d'un certain nombre de biais existants, et on travaille en recherche beaucoup sur la robustesse de ces systèmes. L'explicabilité aussi, elle n'est pas toujours évidente de la décision des algorithmes. Dans certains cas, on n'arrivera pas à les encadrer si facilement que ça, donc, comme avec du deep learning. Donc il faut faire aussi des systèmes en parallèle ou trouver d'autres solutions pour rendre plus transparents tous ces systèmes. Donc à la CERNA, on fait beaucoup de préconisations autour de ça. On travaille sur l'éthique à de nombreux niveaux différents. Donc éviter de trop ressembler au vivant, c'est ce qu'on prône en Europe. Et vous voyez qu'au Japon, c'est pas du tout ça. On va au contraire aller vers un rapprochement du vivant. Donc le brouillage des frontières est utile. Quelles sont les conséquences? Est-ce qu'on laisse des petits-enfants avec des machines comme ça alors que les enfants ont encore tout à apprendre? Voilà, ces enjeux éthiques, j'essaie d'en parler beaucoup. C'est pour ça qu'on me voit beaucoup en ce moment, parce qu'il faut réveiller un peu les consciences citoyennes de tous. Dans la voiture, par exemple, on vous parle beaucoup du dilemme éthique dans la voiture qui serait lié au dilemme du conducteur de tramway, bien connu en sciences. Alors je vais vous donner un exemple dans la voiture. Donc, il y a plusieurs éthiques possibles. Si je dis que je suis dans une éthique d'Aristote,
les passagers de la voiture vont se sacrifier. Je pense que personne, aucun constructeur automobile va vous vendre une voiture qui sacrifie ses passagers, et puis vous ne l'achèterez pas. Donc. Deuxième possibilité, vous prenez l'éthique déontique. Donc je suis les règles. Les règles, 2 enfants passent pas dans les clous devant la voiture, je les écrase. Bon, je ne pense pas non plus qu'on va vivre avec la conscience d'avoir fait ça. Troisième solution, l'éthique conséquentialiste. Très intéressante, on cherche à maximiser le nombre d'années de gens qui vont survivre. Calcul impossible, si vous avez 3 personnes à bord et X personnes en face, il faut que la machine, en un temps très minime, arrive à calculer les personnes les plus âgées, est-ce qu'elles ont une maladie, enfin bon. Regardez Machine Morale à MIT, ils ont fait un joli site que moi j'utilise avec mes étudiants pour leur montrer ces cas impossible et surtout très improbable. Donc cette epsilon d'ambiguïté n'arrivera qu'à des cas extrêmement rares, donc ce n'est pas un vrai sujet, on n'arrivera pas à le gérer avec des systèmes informatiques, et la meilleure façon, au bout du bout, serait de faire du hasard, ce que fait un peu l'humain dans ces cas-là. Je reviens à ces enjeux éthiques. Donc moi je travaille aussi au niveau international, donc avec l'association savante I3E, ingénieurs électroniques, etc., qui est pignon sur rue, donc en recherche en sciences, 400 000 membres, 160 pays, et qui travaille beaucoup sur les normes et les standards. Et du coup, il y a une initiative qui a démarré en 2016, il y a eu 2 rapports qui sont produits, vous pouvez les trouver sur Ethically Aligned Design, que ce soit pour les voitures, il y a tout un travail sur la mobilité, les véhicules dans ces rapports, et on dit de façon générale, il y a 4 leviers importants. Le premier, c'est éduquer les ingénieurs, les chercheurs, les journalistes, les industriels, les politiques, tous à l'éthique. Prévoir l'école de demain, avec déjà cette compréhension des concepts informatiques, prévoir aussi que nos jobs demain vont avoir tous une petite partie d'informatique et qu'il ne faut pas l'oublier dans les formations à la fois continues et dans l'éducation. Ensuite, devant tous les problèmes, chercher à expliciter des règles éthiques. On parle beaucoup d'éthique by design, ce qui n'est pas toujours évident à mettre en œuvre, mais en tout cas, il faut se préoccuper de plus en plus de l'éthique de tous ces systèmes. Ce n'est pas l'éthique du système d'ailleurs, c'est l'éthique et plutôt la déontologie des experts ou des ingénieurs qui construisent ces systèmes. Donc tout doctorant maintenant sortant des universités, c'est vrai dans à peu près toutes les régions, vont avoir une formation sur l'éthique. Qu'est-ce que c'est que l'éthique de la recherche? Qu'est-ce que c'est que produire des arguments avec une rigueur scientifique? Mais qu'est-ce que c'est aussi que faire des objets ou faire des fonctionnalités qui pourraient avoir des déviances et qui seraient utilisées mal à propos? Donc il y a une vraie réflexion partout, et je pense qu'on est en cela alors on me dit en général, bon donc vous serez en retard, comme d'habitude, il y aura les Asiatiques qui vont foncer, les Américains qui mettent beaucoup d'argent, et puis les Européens qui vont suivre avec leurs règles philosophiques et éthiques. Je pense que c'est faux, on voit effectivement d'abord que nos chercheurs sont excellents sur tous ces sujets, que c'est surtout en fait les industriels qui ont peu investi dans l'IA, et c'est pour ça qu'on en est là aussi. En 1994, moi je développais déjà des agents conversationnels, comme ceux que je vous ai montrés un petit peu, pas affectifs à l'époque, pour la gare, pour prendre son billet de train à la SNCF, dans des APM. On avait fait des tests, gare Saint-Lazare, je suis à Paris, on a fait des tests à Paris, et puis on avait le même service au téléphone. Jamais ça a été développé par la SNCF, jamais. Quand je vois que maintenant on utilise IBM Watson sur des choses qui sont à peine plus sophistiquées que ce qu'on savait déjà faire, et je pourrais avoir plein d'exemples comme ça, on est très bon en France, on est très bon sur beaucoup de sujets, on communique très mal. Par exemple, sur les découvertes, on prétend être Google qui arrive à faire des détections de cancer sur des images IRM. Or, les premières personnes à avoir travaillé là-dessus, ce sont plutôt des startups autour de l'INRIA, mais qui ont communiqué dans un vase clos de l'éthique, de rapports scientifiques dans ce petit milieu scientifique, sans aller au-delà. Et derrière, la communication des grands groupes est à une puissance qu'on n'a pas. Donc il faudrait comprendre que ce n'est pas du tout, comme ce que j'entends dans les médias, ni terminé pour l'Europe, ni impossible de se réveiller maintenant. L'autre chose, c'est que, dans mon livre, j'en parle beaucoup de ça, il y a des expériences qui sont faites au Japon, vous avez vu, avec ces agents conversationnels, qu'est-ce que va être la place de l'humain au centre de ces machines? C'est une vraie question. Les Japonais viennent nous chercher pour en parler et pour philosopher. Donc ils comprennent aussi que c'est important. Donc ils ont été très vite et peut-être que ça a été trop vite pour l'acceptation ou l'adoption de certains de ces systèmes. On a ça pour les agents conversationnels, on a aussi des robots sexuels qui
ont l'air de démarrer. Il y a des gens qui divorcent pour se mettre avec des machines. Ensuite, en Chine, il y a un autre phénomène qui est aussi très intéressant, c'est ce phénomène d'utilisation. En fait, il y a des tests comme ça autour de Shanghai, dans plusieurs villes, l'utilisation des informations que vous mettez sur le net. Donc là, il n'y a pas de GDPR et tout ça, donc tout est open. À partir des informations mises sur Internet, les gouvernements locaux, là, dans les villes, vont décider de vous octroyer ou pas, si vous êtes un bon citoyen Internet, de vous octroyer ou pas des primes dans votre travail, des droits à une école intéressante, donc des droits sociaux. Donc voilà, ces régimes totalitaires vont amener toute une population, certes, qui donne ces données à fond, à peut-être subir les revers de cela. Donc je crois qu'il ne faut pas dire on n'est pas bien parti, il faut juste déjà observer tout ce qui se passe et puis investir et risquer un peu dans ces domaines. Si je parle donc des investissements derniers qu'il y avait en informatique, enfin dans l'IA et le numérique, on parle des États-Unis de 48% d'investissements qui viennent d'investissements privés, 38% aux États-Unis, 10% en France. Et c'est pas le gouvernement qui va apporter une manne qui tomberait du ciel là d'un seul coup pour arriver à développer vraiment un secteur puissant sur l'IA. Or, on a des avantages certains dans plusieurs domaines, sur la mobilité certainement, sur la santé, et je pense qu'il faut allier les forces pour aller dans ce sens-là. Pour continuer sur mes 4 leviers, j'ai parlé d'éduquer, d'expliciter les règles éthiques, mettre en œuvre des outils, donner des librairies pour que tout le monde soit un peu en capacité, les Américains ils parlent de empowerment, rendre les gens en capacité de mieux comprendre ce qui va leur tomber dessus demain avec tous ces objets connectés autour d'eux. Avoir un ensemble de réglementations juridiques, on en parle beaucoup. Alors on a entendu parler de la personnalité juridique du robot, attention, à pas faire n'importe quoi non plus. Il ne s'agit pas de faire ça, parce que ça voudrait dire qu'il n'y ait plus que les grands groupes qui pourraient mettre de l'argent sur la tête de plein de robots, donc déjà les petites startups, elles ne pourraient pas exister, et l'autre chose, c'est qui irait voir la responsabilité réelle qui est derrière, c'est-à-dire d'où vient le bug, quoi. Si la machine est responsable, finalement, on s'arrête là. Donc on pourrait aussi laisser des systèmes tout à fait inutilisables utilisés donc dans la vie de tous les jours. Je finis par mon dernière implication dans ce groupe I3E, donc je suis en charge d'une réflexion sur les normes et standards autour du nudging. Connaissez-vous le nudging ? Nudge, incitation. C'est une sorte de manipulation douce qu'on utilise beaucoup dans la pub et le marketing et qu'on pourrait utiliser pour d'autres sujets, amplifiés grâce à l'affective computing. On détecte le comportement des gens et même l'affectif, et à partir de ça, on pourrait manipuler encore plus les personnes. Normalement, c'est pour leur bien-être, mais voilà. C'est basé sur les biais cognitifs. La paresse, le fait qu'on fait comme son voisin, la facilité, voilà. Mais tous ces objets informatiques vont nous faciliter la vie. Attention à savoir comment on va mettre un peu de recul dans tout ça. Et c'est ça qu'il faut apprendre, un peu de libre arbitre, même si des gens comme Spinoza disent qu'on n'en a pas. Il faut arriver quand même à distancier les réflexions. Enfin, ce qu'on va pouvoir faire, le bénéfice que ça apporte, le bénéfice économique que vont apporter les développements. Je pense qu'il faut parler d'utilité, raisonnablement de business, et puis trouver comment on va insuffler de l'énergie sur des secteurs où on pourrait être vraiment en pointe au niveau international et mondial. Merci. Très bien, merci beaucoup. C'est fascinant, c'est incroyable. C'est un peu Black Mirror, mais en vrai. Il y a le rapport qui va être rendu parlementaire le 29 de ce mois-ci, qui a été supervisé par Villani. Vous avez participé à ce rapport ? Alors, c'est une petite équipe qui avait Villani, mais on a tous participé. Les chercheurs, il a écouté 350 chercheurs, et pas que des chercheurs, des industriels aussi. Donc moi, j'étais à 3 missions, une sur les femmes et l'IA. Je lui ai demandé de réfléchir à ça aussi. Donc on était 20 femmes avec lui à discuter de tous les biais, de discrimination, de manque de modèles dans la société, etc., etc. Il y avait une jeune fille d'ailleurs qui était d'origine chinoise qui avait dit « Moi, j'ai jamais eu de problème parce que dans mon enfance, mon livre préféré, en Chine, il y en avait partout, c'était un livre où la femme avait 2 prix Nobel. » Vous savez qui c'est donc Marie Curie. Donc vous voyez, bon, il y a des choses qu'on n'a pas fait, qu'on a fait différemment. Bon, il faut comprendre où on en est. Et sur ces impacts sociétaux, on voit que l'IA va arriver partout. Il est évident qu'il faut qu'il y ait une mixité. Il ne faut pas laisser seulement des ingénieurs masculins. On est à 20% de femmes à peu près dans les grands groupes Facebook, Google, etc. On ne va pas laisser que des ingénieurs masculins modéliser les comportements de ces systèmes qui vont être dans la vie de tous les jours avec nous. Il y a un impact trop fort pour pas
être obligatoirement en mixité dans ses décisions sociétales. En plus, ça risque d'attirer aussi des filles en sciences, le fait que l'intelligence artificielle, c'est pas seulement un truc d'autiste qui code chez lui dans son grenier, ça a des impacts juridiques, économiques, sociaux. Voilà. Il faut comprendre que c'est dans ce cadre interdisciplinaire qu'il faut aller travailler sur l'intelligence artificielle. Donc je suis très optimiste sur les résultats du rapport Villani. Cédric Villani était incroyablement rapide pour comprendre les facteurs importants. Il y a des facteurs mathématiques fondamentaux qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour mieux comprendre les deep learning et pourquoi les performances sont aussi bonnes. Mais c'est des choses sur lesquelles il a aussi un peu travaillé. Et moi, j'aimais beaucoup, pour reprendre une de ses phrases, quelqu'un lui avait posé la question, ces machines, donc, elles sont créatives. Qu'est-ce que c'est que la créativité machine? Et au lieu de répondre directement, ce qui aurait été plus difficile, il a dit oui, une certaine créativité laborieuse. Alors quand vous voyez un système qui apprend, un système de deep learning ou de réseau de neurones qui apprend, en général, il met un temps fou. Alors je vais vous donner un exemple très visuel qui a été proposé, vous trouvez ça sur YouTube aussi, par Flowers, l'INRIA, donc un collègue que j'admire beaucoup, qui s'appelle Pierre-Yves Oudéier, et qui montre un bras de robot qui fait des crêpes. Alors, tout le monde a fait des crêpes, tout le monde a assez loupé des crêpes. Bon. Donc le robot lui enfile une crêpe qui a une taille particulière. Donc il a sa crêpe, et puis il est comme ça, tac, 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 donc la crêpe tombe. Évidemment, c'est pas une vraie crêpe, sinon il en foutrait partout. Donc il est là, il cherche, puis à ce coup, tac, tac, ça y est, les crêpes, elles sautent dans la lignée parfaite. À côté, on a l'humain. Alors lui, la première, il a loupe, la deuxième, il a réussi. Voilà, c'est fait. Et alors le robot, on lui remet une autre crêpe, ça recommence. Tac, 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 c'est laborieux. Et dans toute chose, il va apprendre de cette façon-là, donc en regardant beaucoup, beaucoup d'exemples, qu'il faut d'ailleurs bien sélectionner, sinon en fait, on fait de la bêtise artificielle. Et donc je crois que là aussi, c'est ce que je voulais expliquer dans cette présentation qui va plus largement, c'est pas seulement les agents conversationnels, mais sur la voiture, les transports, c'est la même chose. Tous ces systèmes d'intelligence artificielle qu'on embarque, il faut comprendre qu'il y a 50% de l'algorithme, 50% des données. Les données, jusqu'à présent, moi j'ai fait du travail sur les données depuis 30 ans, et au début on larmoyait pour avoir un peu d'argent pour construire des bases de données. Maintenant c'est le pétrole. Bon, formidable. On est passé d'un extrême à l'autre, mais ces données, elles doivent être calibrées, compréhensibles. On parle de plus en plus, alors le big data, c'est une chose, mais le big data sans contexte, ça veut surtout souvent rien dire. On va arriver à créer des systèmes assez limités, parce qu'ils auront vu un certain nombre de données antérieures, sans avoir un contexte très précis sur quand se sont passées ces informations, et du coup, ils vont apprendre des choses pas forcément extrêmement utile. Donc, il faut vraiment apprendre à traiter les données de façon plus contextualisée, de façon plus loyale, de façon plus éthique, éviter les discriminations. On l'a vu sous plein d'effets dans les médias, dans des systèmes que Google utilisait pour détecter les visages. Enfin, j'ai beaucoup d'anecdotes de ce type-là. Donc, c'est effectivement outillé pour aider tout le monde à comprendre mieux comment calibrer les données pour faire de l'apprentissage dessus. Et puis, on n'aura jamais assez de données non plus. Donc, le Graal des chercheurs, c'est d'apprendre dans l'interaction. Donc, d'apprendre tout seul. Donc, le non supervisé, puisque le deep learning, c'est supervisé. Un autre truc aussi qu'on oublie à chaque fois, on me dit les machines auto-apprenantes font tout, machin, mais attendez, on leur file les données qui ont été annotées par quelqu'un. Donc, il y a des tas de petites mains, là, qui sont sous-payées et qui mettent des annotations sur des images, quand c'est pas vous, quand on vous passe les images là, sur les captchas, là, vous devez ça dire là il y a une voiture, là il n'y a pas de voiture. Tous ces trucs-là étiquetés sont réutilisés après pour entraîner des machines. On me dit aussi je suis éthique, je ne prends pas les données. Oui, mais vous mettez un modèle et le modèle il se lurpe les données. Donc une fois que le modèle il a intégré vos données, vous ne pouvez pas les récupérer comme ça. Hein. Demander à un industriel je veux récupérer mes données et que l'industriel enlève vos données du modèle, ça c'est juste. Merci beaucoup. Bon. Bah, écoutez,